Voici une dirigeante qui a tout pour nous fasciner. Elle est au pouvoir depuis 16 ans, elle est populaire, elle s'exprime peu, ce n'est pas une grande oratrice, elle gouverne par compromis, c'est une scientifique. Elle a grandi dans une dictature, elle est protestante, elle parle russe, elle n'est pas attirée par l'argent ou par le luxe. Bref, cette femme, Angela Merkel, ne correspond de près ou de loin à aucun personnage ou modèle français. Bonjour Marion Van Rettergem. Bonjour Patrick Cohen. Toutes ces caractéristiques, vous les détaillez dans votre livre « C'était Merkel aux arènes ». Vous avez complété, actualisé une première biographie parue en 2017. Et cette fascination pour une dirigeante hors norme, vous la revendiquez dès le début du livre. Vous n'avez pas peur de dire « elle va me manquer ». Pourquoi ? Parce qu'elle vous rassure ? Oui, beaucoup, mais il y a c'est vrai, une fascination quasiment obsessionnelle de ma part depuis peut-être pas 16 ans, mais au moins une dizaine d'années, qui n'est pas de la naïveté béate. Je ne crois pas être totalement aveugle sur les dysfonctionnements et ces petites médiocrités parfois dans sa manière de gérer. Mais c'est vrai qu'elle me fascine profondément par sa différence, vous l'avez rappelé, par le fait qu'elle est si peu française et son charme est si peu évident pour un esprit français habitué au lyrisme et aux grandes déclarations et aux promesses parfois abusives. C'est quelqu'un qui ne joue pas, qui, comme vous dites, est totalement indifférent aux attraits du pouvoir, aux apparences du pouvoir, à l'argent, au luxe. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au bout de 16 ans, elle n'a absolument pas été atteinte par aucun de ses attributs, qu'elle est totalement imperméable à cela. Et c'est ça qui fait qu'elle va me manquer. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a cette longévité qui fait qu'elle est rentrée comme une chanson populaire dans nos têtes. Elle fait partie de nos paysages. Et c'est pour ça que je dis qu'elle a quelque chose d'une icône pop maintenant. Elle est aussi, pour moi, c'est son style qui est particulier, vous l'avez rappelé, et ce style, c'est d'abord une morale, et c'est là qu'elle est extrêmement singulière. C'est que je ne vois pas d'autre équivalent dans le monde occidental d'un dirigeant à ce point moral, c'est-à-dire dont la politique est moins gouvernée par l'idéologie, même la stratégie, absolument pas la communication, qui lui est totalement étrangère, mais par une structure morale, ce qui n'empêche pas parfois des manœuvres politiciennes un peu bas de gamme, mais une structure et qui va puiser son enracinement et sa détermination dans cette jeunesse extrêmement particulière, puisque Angela Merkel a été élevée dans un pays qui n'existe plus, un pays. Donc cette Allemagne de l'Est qui était une dictature et donc qui était pour elle une sorte de contre-modèle en permanence, c'est-à-dire qu'elle était privée de liberté, ce qui ne veut pas dire qu'elle en était malheureuse parce que les enfants et les jeunes se font des mondes à eux, mais malgré tout elle était du mauvais côté du mur, elle regardait Berlin-Ouest et la liberté et rêvait à l'Amérique de l'autre côté du mur quand elle prenait son métro pour aller travailler. Et pas, pardon, c'est très important à rappeler, et pas juste pour sa prime jeunesse, c'est-à-dire qu'elle a passé plus de la moitié de sa vie privée de liberté et derrière des barbelés. Quand le rideau de fer tombe, elle a 35 ans et à peine plus quand elle prend ses premières responsabilités politiques auprès de Lothar de Maizière. C'est pour ça que je dis en effet que parmi tous les grands dirigeants occidentaux, il n'y a personne qui, comme elle, peut éprouver dans sa chair la liberté comme elle. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est un concept, la démocratie, la liberté. Elle sait ce que veut dire en être privée. Et son action, sa manière d'agir vis-à-vis des réfugiés en 2015, qui à mon avis l'a définie comme une très grande européenne, est totalement... on a glosé à tort et à travers, on lui a prêté des tas d'intentions totalement fallacieuses sur cet acte déterminant de sa vie politique, qui pour moi était avant tout une sorte d'instinct et de rappel moral, parce que non seulement elle a été élevée dans cette dictature, mais ça ne suffirait pas à expliquer sa personnalité. Elle était élevée dans la dictature en étant fille de pasteur, ce qui quand même n'est pas rien dans une éducation, et ce qui est une forme de double structure, même si on peut raconter l'ambiguïté de son père qui était favorable au régime, donc assez compromis ou volontairement adhérent à cette dictature communiste, mais malgré tout, elle était entre deux mondes, la structure morale, la nécessité du travail et la liberté comme une sorte d'idéal dont elle était privée. Absolument, mais celle qui invite l'Europe à ouvrir ses bras aux réfugiés en 2015, c'est aussi celle qui refuse d'ouvrir le
portefeuille pour les Grecs en 2011 lors de la crise des dettes souveraines. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects et beaucoup d'éléments de bilan dans votre livre. Vous avez rappelé à l'instant la figure du père, Horst Kastner, car c'est le nom de jeune fille d'Angela Merkel. On le voit en photo dans votre cahier de photos. Il fait peur. En habit de pasteur. Oui, effectivement. Un peu bergmanien. Mais figure très, très importante pour Angela Merkel. Il y a aussi ces tout début dans la vie publique. On en parlait il y a un instant, c'est à ce moment-là qu'une photographe lui tire le portrait pour une série de photos qui montreront son évolution d'année en année. Le premier cliché, je crois que c'est le premier, oui, figure au dos de votre livre et la photographe vous en parle de cette jeune Merkel, encore jeune Merkel, de façon très éloquente. Oui, c'est fascinant, cette photographe qui a eu un projet de photographique totalement singulier, de se dire en 1991, donc juste après la chute du mur, où la politique recommençait quasiment de zéro en Allemagne, elle a choisi 15 personnalités inconnues dont elle sentait qu'ils étaient promis à un avenir ou qu'ils portaient en eux une ambition. Et elle a quand même été assez intuitive, puisque parmi les 15, il y a 2 chanceliers, Schröder et Merkel, et un ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer. Et donc oui, de la façon dont elle vous parle de cette jeune Merkel encore qui arrivait, qui est un peu pataude, un peu farouche, mais déterminée, avec quelque chose dans le regard qui indique à la fois son ambition et sa détermination. On pourrait passer des heures sur le récit de ses manœuvres, sur comment elle en est arrivée là, y compris en assassinant quelques-uns. Et dont son mentor en partie. Son mentor Helmut Kohl. Helmut Kohl, évidemment. Bon, elle a 67 ans. Que fera-t-elle en octobre après avoir définitivement quitté la chancellerie? Vous nous le dites, Marion Van Rettergem. Elle voyagera, elle profitera de toute la liberté dont elle a été privée, d'abord comme Allemande de l'Est, puis comme dirigeante. C'est ça, ce sont ses premiers pas de femme libre. Et là aussi, c'est là sa singularité, c'est que je crois qu'il n'y a pas un homme politique ou quelqu'un qui a eu une vie comme ça exposée à la vie publique extrêmement intense, qui part sans déprimer. On va dire c'est un coup de blues monstrueux tout d'un coup, de passer d'un agenda hyper occupé à une sorte de vide. Eh bien, je pense qu'elle y sera totalement indifférente. Elle versera une larme parce qu'on lui fera sûrement un pot de départ à la chancellerie, mais après elle a une vie très riche, elle est profondément équilibrée, elle adore planter des tomates, cultiver son jardin, marcher dans la montagne, et puis elle a tous ses rêves qu'elle va pouvoir réaliser. Quand elle était en Allemagne de l'Est, elle se disait j'irai en Amérique, elle ira en Amérique autrement que dans des voyages officiels. Et puis il y a quelque chose de très important chez Angela Merkel, qui est restée une physicienne. Elle lit des livres de physique, moi ça m'échappe un peu, mais bon, elle s'intéresse et elle lit tout ce qui sort dans la physique, et c'est une grande lectrice d'ailleurs. Et son mari est un grand scientifique. Son mari est un chercheur internationalement reconnu. Et puis je pense que ce qui compte énormément pour elle, ce sont les universités. Et elle a été faite docteur honoris causa dans une douzaine d'universités dans le monde, et elle ira leur rendre visite, parler aux étudiants. Ce que vous ne savez pas, et ce que personne ne sait, c'est comment elle pourrait appréhender son éventuel remplacement par une autre femme, la candidate des Verts à la chancellerie, Annalena Baerbock, dont les chances sont réelles et sont assez grandes, d'après la presse allemande, pour les élections du 26 septembre. Qui n'est pas le contraire d'Angela Merkel. C'est assez curieux parce que son successeur naturel est Armin Laschet, le patron de la CDU actuelle, qui est donc son successeur, son dauphin. Mais bizarrement, d'abord, Angela Merkel est devenue de plus en plus écologiste. Alors c'est la mode. Angela Merkel est quelqu'un qui sent comme personne l'opinion publique et la manière dont il faut épouser les opinions. Donc elle est de plus en plus écologiste. Et les Verts allemands n'ont strictement rien à voir avec les écolos français que nous connaissons. Oui, ce sont des politiciens. Des réalos. Ce sont des réalos. Enfin, il y a une branche d'idéalos, mais ce sont les réalos qui ont pris le pouvoir et qui sont, au fond, assez merkeliens dans le sens où ils sont plutôt centristes, parfois de droite, parfois de gauche, et capables de reprendre un programme, mais en revanche, peut-être plus investis encore politiquement dans l'Europe que ne l'est Angela Merkel, et notamment une des failles, à mon avis, qui restera comme peut-être des fautes ou des erreurs d'Angela Merkel, et la manière dont elle s'est liée au nom de l'économie allemande à la Russie et à la Chine, et notamment à la Russie à travers le projet Nord Stream 2, dont les écologistes, les Verts allemands, sont farouchement opposés. Absolument, et ce serait un grand changement. Un mot encore, votre livre s'achève par une interview d'Emmanuel Macron recueillie il y a quelques semaines, juste avant le bouclage du livre. Macron qui s'agace
agace quand vous lui parlez des différences de style et de langage entre les dirigeants des deux pays et que au moment où vous lui citez cette maxime de Mario Draghi, promettre moins, réaliser plus. Oui, ça, il n'a pas beaucoup aimé ma question. Donc il y a eu un petit moment de suspension quand j'ai posé cette question, et je dois dire qu'il a réagi après, dans un deuxième temps très court, extrêmement intelligemment, parce que c'est vrai que je disais donc Angela Merkel promet moins qu'elle ne délivre. Je ne sais pas comment on dit en français. Même si elle est plus gestionnaire que visionnaire. Voilà. Et malgré tout, c'est vrai que la France, elle a ce côté aussi un peu timoré, manquant d'audace, et la France et Emmanuel Macron a beaucoup joué en faveur de ce plan de relance européen dont nous sommes tous bénéficiaires. Je le rappelle, et nous sommes tous reconnaissants parce que ça va nous payer une partie de nos chômages et des conséquences de la crise. Et ça a été grâce à l'impulsion un peu lyrique et enthousiaste et ambitieuse d'Emmanuel Macron que Angela Merkel a fini par concéder cette mutualisation des dettes et briser ce tabou allemand. C'était Merkel, ça vient de paraître aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup Marion Van Rettergem. Merci Patrick.